Honneur aux femmes, Sophie. Le groupe Korian, on le sait, voilà, est très impliqué déjà sur ce genre de questions. Votre profession de foi, d'une certaine manière, en tant que patronne de Korian sur ce sujet. Après, on rentrera dans le détail, hein, ce qui vous manque, comment on les garde dans l'emploi, comment on fait la formation en continu, etc. Ça marche ? Voilà, ça marche. Très bien. Merci beaucoup d'abord. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ces rencontres aujourd'hui. Je voudrais dire à quel point je souscris aux paroles de Muriel Pénicaud en disant que d'avoir la chance d'avoir des collaborateurs souffrant d'un handicap dans l'entreprise, à quel point c'est une richesse en fait, et ça l'est d'autant plus pour nous qui sommes une entreprise de soins. Notre mission, c'est le soin à cœur. Et donc, depuis en fait des années, nous avons considéré que nous devions tout organiser pour permettre d'assurer vraiment la place de chacun auprès des quelques 300 000 personnes que nous accompagnons chaque année dans une situation elle-même de perte d'autonomie, de dépendance ou de récupération après une grave maladie. Du coup, aujourd'hui, quelle est la situation? Nous avons dans nos collaborateurs en France 5,3% de travailleurs handicapés. Notre objectif, c'est d'arriver à 6. Et pour cela, je crois que la seule chose que je voudrais dire en termes de témoignage, c'est que c'est l'affaire de tous. C'est d'abord l'affaire de chacun des collectifs de travail. Et Korian, c'est plus de 800 établissements, résidences, structures de soins à travers l'Europe. Et d'une certaine manière, chacune de ces collectivités se mobilise pour accueillir à la fois des collègues qui ont pu avoir un accident de la vie et qui veulent reprendre un emploi et qui veulent reprendre leur place. C'est d'abord un élément très important, et faire en sorte que des jeunes ou des moins jeunes arrivent aussi à trouver leur place dans ces collectifs. Donc c'est d'abord une affaire de collègues et de projets d'établissement. C'est une affaire de service public de l'emploi. On n'y arrive pas si on n'a pas derrière nous un service de public de l'emploi vraiment mobilisé. C'est une affaire de structure de formation. Il faut qu'on puisse vraiment être en partenariat avec des CFA, des centres de formation qui savent vraiment adapter les qualifications et les parcours qualifiants à ce type de constellation. Et puis ensuite, c'est, je dirais, une aventure commune de continuer dans la durée et d'avoir aussi dans chaque collectif de travail un tuteur qui va être le garant que ça se passe bien à la fois pour les premiers pas et puis dans la durée. Donc voilà, c'est une aventure de tous les jours et en même temps c'est une richesse absolument formidable à chaque fois que ça marche. Et ce qui me frappe, c'est que chez nous, c'est un peu comme ce que disait Muriel Pénicaud dans l'économie, c'est que finalement, il y a des établissements qui sont ultra engagés et dans lesquels on va trouver des aventures formidables, et puis des établissements qui ont un peu la trouille et qui se font tout un tas de questions en disant quelqu'un qui est en fauteuil, quelqu'un qui est malvoyant, comment je vais finalement lui permettre de trouver sa place, alors qu'une fois qu'on a ouvert les chakras... Dans une entreprise d'aidants, donc exactement. Il y a un côté, alors il y a vraiment les deux aspects. Ouais. Il y a les aspects, ça fait vraiment partie de notre univers de soignants, et bien sûr, c'est logique. On peut être un formidable kiné, un formidable ergo. J'ai en tête un super établissement à Lyon où on a vraiment une filière de masseurs kinésithérapeutes qui passe par une école qui forme spécifiquement des kinés malvoyants, et ils sont incroyablement dans l'équipe des kinés, ils apportent vraiment quelque chose qui est différent et qui est super chouette. Donc voilà, dans cet établissement, c'est même pas un sujet, c'est juste ça fait partie du projet, et d'autres ont plus de mal à se lancer. Culturellement, Philippe Darmaillan, on a entendu les aidants avec Korian. Culturellement, dans la métallurgie, est-ce qu'on est prêt à s'ouvrir aux personnes en situation de handicap? On n'en fait jamais assez, mais pour vous donner ce à quoi je crois, je vais vous décrire un cas réel dans la chirurgie. Un site à Montargis qui avait contracté avec une ESAT une opération de production en plein milieu de l'atelier. Et puis est arrivé un accident du travail. Et on a eu une polémique comme on sait les faire en France. Donc, avec syndicats qui demandent effectivement qu'on construise un atelier spécial pour eux. Certains qui demandent qu'on arrête de ce type de contrat. Et de toute cette polémique, de toute cette affaire, il est arrivé
un consensus sur le fait qu'il fallait coacher cette équipe et que chaque membre du personnel était responsable. Et donc, c'est l'organisation du travail qui a été retravaillée collectivement. On a fait rentrer des ergonomes sur les lieux de manutention, puisque c'était là qu'il y avait eu un accident. Et de façon générale, tout le travail de cet ESAT a été pris en charge par l'ensemble de l'usine. Et je pense que c'est une belle image sur ce qu'on doit faire. On parle de culture, d'entreprise. La gastronomie, l'alimentation, la restauration. Pour vous, Jean-Yves Fontaine, c'est naturel d'accueillir des jeunes en formation, en situation de handicap, ou bien des salariés? Bonjour à toutes et à tous. C'est d'autant plus naturel que dans nos activités, depuis plus de 35 ans, nous servons des repas dans l'univers de la santé. Et au sein de l'univers de la santé, nous avons une activité dédiée au monde du handicap. Et très tôt, nous avons collaboré et mis nos savoir-faire en commun pour travailler dans des ESAT à fabriquer des repas qui peuvent être gastronomiques aussi, qui peuvent être des repas livrés, qui peuvent être des repas self, avec des travailleurs handicapés. Et nous avons dû former nos encadrants au contact de l'univers du handicap, qui n'est pas une notion très simple au départ quand on n'est pas issu de cet univers. Et aujourd'hui, quand je rencontre les équipes d'encadrement, je peux vous dire qu'il y a une fierté d'appartenance au groupe d'avoir pu développer une telle activité. Et ça devient une activité tellement normale, entre guillemets, qu'aujourd'hui, on livre des repas sans signifier qu'ils ont été faits dans un ESAT. Michel Esfimb, Malakoff-Médéric, comment ça se passe chez vous? Écoutez, ça ne se passe pas trop mal. C'est en effet un élément important de la culture de l'entreprise, c'était une volonté des dirigeants. Notre premier accord date du début des années 90, donc ça fait presque 30 ans que nous avons investi dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous sommes à 6,8%, le taux, 6,3% d'emploi direct, donc les résultats sont satisfaisants. Mais on voit bien que cette volonté doit être permanente. Dans la culture, je crois qu'aujourd'hui, notamment auprès des managers et des collaborateurs de l'entreprise, accueillir une personne en situation de handicap, je crois que ça fait partie de la culture d'entreprise et ça se passe pour le mieux. Je crois que notre problème essentiel, il a été évoqué d'un premier en table ronde et on va l'évoquer sûrement sur cette table ronde. Nos emplois sont de plus en plus qualifiés. Et nous avons à peu près 740 personnes en situation de handicap et seulement 20% ont le statut de cadre. Alors que dans l'entreprise, nous avons 35 à 40% de cadre. Donc on voit qu'il y a une différence fondamentale entre les personnes en situation de handicap et les autres collaborateurs. Donc aujourd'hui, dans un monde où les emplois sont de plus en plus qualifiés, comment on va réussir à obtenir, à pouvoir recruter, embaucher, former des personnes qui sont susceptibles de répondre aux besoins de l'entreprise, encore une fois, qui ne cessent d'augmenter en termes de compétences et de qualifications. Donc ça se passe bien, mais c'est un combat sans fin et il faut conserver cet élément de culture. Alors je dirais que dans le groupe de protection sociale, une double responsabilité d'employeur. Nous avons 12 000 salariés, mais également vis-à-vis de nos clients, puisque l'action sociale fait partie des services qu'on peut proposer à nos entreprises, aux salariés des entreprises clientes, aux retraités que nous gérons. Et le handicap fait partie des 4 priorités de l'action sociale d'un groupe comme Malakoff-Médéric Humanis. Alors, je voudrais rapidement, Joël Russe, sur ces PME que vous accompagnez et que vous représentez, parce que je voudrais donner la parole juste à Madame la Ministre une seconde avant qu'elle nous quitte. Il y a encore du chemin à faire, mais là où on est aujourd'hui, les demandes des entreprises, vous les sentez avoir changé, ce fameux regard, ou pas encore? Alors, nous sommes là tous ensemble déjà des gens convaincus. Si nous sommes là, d'ailleurs, c'est parce que le sujet nous passionne, nous intéresse et nous sommes déjà très engagés sur la question. Et de temps en temps, ça fait du bien de se retrouver entre gens convaincus. Oui, parce que quand vous êtes sur le terrain et qu'il faut arriver à continuer à convaincre, il faut garder l'énergie, il faut mouiller la chemise. Et la question de nos PME, c'est aussi des gens convaincus de leur entreprise. Et il faut les amener à faire un petit pas de côté en disant mais et si la solution sur le problème de compétences, ça pouvait être un travailleur handicapé. Quand une PME de 10 personnes dit bah tiens pourquoi pas, je prends un jeune en alternance en contrat de professionnalisation à handicap, une personne, c'est 10% de ses effectifs qui rentrent immédiatement et comme personne handicapée. Et donc le sujet pour eux c'est 3 choses. Aujourd'hui, alors on va pas faire les 3 tout de suite si vous voulez bien, parce que comme vraiment Madame la Ministre doit partir, on les fait juste après son départ. Vous avez des engagés là, Muriel Pénicaud. On sait qu'ils ne le sont pas tous. Alors 2 choses en rebondissant sur ce que vous dites les uns les autres. Premièrement, c'est comment on crée la contagion.
au sein d'une entreprise, c'était la question de Sophie Boissard, ou entre les entreprises, c'était votre question à l'instant. Donc comment on s'organise industriellement pour organiser la contagion? C'est-à-dire pas simplement on se dit on a quelques belles histoires et bonnes pratiques, mais est-ce qu'on va avoir des réflexions stratégiques là-dessus sur comment on change d'image? J'y pense dans un domaine qui n'a rien à voir. On est en train de gagner la bataille des représentations sur l'apprentissage dans notre pays. Et franchement, beaucoup s'y essayaient tous pendant des années. Là, le momentum commence à arriver. On commence d'ailleurs à crouler sous la demande des entreprises et des jeunes. C'est un très bon problème. Je pense que voilà, c'est quoi notre stratégie collective au sein d'une entreprise, dans une branche, dans un territoire et au niveau de la nation pour créer ce momentum. Et le deuxième, c'est ce que vous disiez à l'instant, pour moi, qui est peut-être la clé. Comment de deux problèmes faire une solution? Aujourd'hui, on a un problème énorme de trouver des ressources sur le marché du travail. Donc, je pense que ça vaut le coup de creuser. Alors, nous, on est prêt à faire tous les investissements en formation qu'il faut là-dessus. Mais comment... Et c'est pas facile parce qu'on sait qu'il y a un gap de qualification. Hein. Je pense qu'on est conscient de ça. Mais le gap de qualification, il n'est pas pour tout le monde. Et il n'est pas général. Et puis, on cherche beaucoup d'emplois qui ne sont pas Bac plus 12. On cherche des emplois à tous les niveaux de qualification, mais vraiment... Et de non-qualification. On a des emplois, franchement, sur tout le territoire, dans tous les domaines. Comment on en fait un atout? C'est-à-dire exactement ce que vous disiez à l'instant. C'est-à-dire vous avez un problème qui est de trouver des ressources. Et nous, on a une solution. Et la solution, elle va peut-être vous étonner. Alors, c'est un senior, c'est une personne en situation de handicap, c'est un réfugié. C'est-à-dire d'entrer dans l'ouverture des chakras sur le fait que les personnes en situation de handicap, ce n'est pas un problème pour votre entreprise. Ça peut être une solution par rapport aux compétences que vous cherchez. Je pense que si on fait ça et qu'on met derrière, très rapidement, l'accompagnement, la formation, enfin, tout ce qu'il faut, et peut-être du coaching entre entreprises, une autre entreprise qui peut t'amener, non mais je l'ai fait, moi je m'en faisais une montagne, mais finalement, en fait, pas tant que ça. Et finalement, on est super content parce que ça nous apportait une solution à notre problème. À ce moment-là, je pense qu'on peut faire basculer. Mais moi, mon invitation, en vous écoutant, ça serait de dire quelle stratégie on peut avoir pour faire de ce problème une solution au moment où on crée des emplois et où on cherche des compétences. C'est un momentum à saisir. Il n'existe pas toujours. On l'a aujourd'hui. Il faut le saisir. Parce que les entreprises qui ont commencé, elles ne s'arrêtent plus. Je ne connais pas d'entreprise qui s'arrête, qui recule. Le problème, c'est l'enclenchement. Merci beaucoup. Merci. Bonne réunion avec le Premier ministre. Et à bientôt. Merci. On va continuer ensemble nos discussions. Donc du coup, Joël, je vous ai coupé. Je vous laisse reprendre évidemment votre raisonnement. Pardon. Oui. En fait, c'est bien parce que ça va continuer le propos de la ministre. Voilà. Voilà, on est dans une continuité. En fait, toutes nos difficultés, elle l'a dit très bien, c'est d'enclencher le début, le commencement d'une embauche, d'un intérêt, d'un stage, enclencher le processus. Il y a un chiffre qui m'a toujours étonné en bien, c'est que lorsqu'on interroge des PME, des TPME sur l'expérience qu'ils ont eue d'embaucher en alternance, par exemple en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage, un jeune handicapé, est-ce qu'ils sont prêts à renouveler l'expérience? 87%. Écoutez, c'est presque des chiffres de résultats de dictature d'Amérique du Sud ou d'ailleurs. 87% se disent prêts à renouveler l'expérience pour embaucher en alternance une personne handicapée. Donc, dès lors qu'on franchit le pas, c'est plus un problème, car c'est Pierre, c'est Jacques, c'est Paulette, peu importe, c'est une personne qui est intégrée dans l'entreprise. Donc, la vraie problématique, c'est comment j'engage le premier pas. Et là, on est confronté à la difficulté qui est la question de qui décide du recrutement. Dans la PME, c'est vite vu, c'est le top management. Donc, il faut mobiliser le top management pour commencer. Deuxièmement, une des caractéristiques d'une PME, ce n'est pas une grande entreprise en réduction, elle a des caractéristiques qui lui sont propres. La première caractéristique, c'est qu'elle n'a en général pas d'expert RH ou de spécialiste RH, souvent il est externalisé. Deuxièmement, on a un problème, on va dire, de gestion du temps. En clair, le même qui doit à la fois conduire et développer l'entreprise est amené à devoir aussi traiter ces questions-là. Et donc, il y a une difficulté énorme de planification et d'organisation. C'est le client qui va de toute façon imposer le rythme de l'entreprise. Puis on a une troisième difficulté classique, c'est le sentiment d'isolement. Qu'est-ce que je peux et comment est-ce que je peux sortir de cette difficulté? Comment je peux partager avec les autres? Donc pour nous,
il nous semble que pour ce type de mobilisation, il y a 3 règles. Donc d'abord le top management, en particulier le partage d'expérience avec ses pairs. Deuxièmement, c'est avoir une approche globale RSE dans l'entreprise. On ne vient pas... Allez, c'est pas parce qu'on a conclu une convention avec la GFIP pendant 3 ans que nous sommes très contents et très fiers de cette convention qui se décline dans 15 de nos régions que on va entrer uniquement sur le sujet handicap. On ne rentre pas sur ce sujet-là. On rentre parce qu'on a un sujet de recrutement, on a des problèmes de guerre des talents, qu'il faut trouver une solution et rapidement. Et c'est à l'occasion de cette rencontre, de cette visite, qu'on est en capacité de détecter et de dire, tiens, vous savez qu'il y a une solution. Pourquoi pas essayer l'embauche d'une personne handicapée. Donc cette approche globale, elle est indispensable. On ne vient pas pour vendre des dispositifs. On vient dans une approche plus globale dans l'entreprise, singulièrement la PME. Et enfin, privilégier l'approche de proximité. Si on n'a pas une réponse à proximité, c'est-à-dire où le jeune ou moins jeune handicapé n'a pas à faire un temps de transport impossible et qu'en tout état de cause, le centre de formation n'est pas à des lieux impossibles en termes de favoriser en fait le système de l'alternance, on ne peut pas réussir l'opération. Donc la nécessité d'avoir des établissements non spécialisés qui accueillent des personnes handicapées dans la proximité, là où se situent les zones d'emploi. Et donc, c'est d'après nous les conditions de réussite, si on veut arriver à franchir de façon significative la question de la PME et de l'insertion des jeunes handicapés ou moins jeunes handicapés. À la GFOS PME en 2018, c'était 318 000 entreprises, à peu près 5 millions de salariés couverts. L'enjeu, il est considérable. Vous vous rendez compte, la ministre l'a dit juste avant, on est à peu près à 54% des dirigeants qui déclarent ne pas trouver la compétence qui convient à leurs besoins. 54%. Et dans certains secteurs, je pense notamment, on évoquait juste avant avec Corian, les entreprises de services à la personne, par exemple, vous savez le taux, on est qu'à 80% des difficultés de recrutement. Donc, on a des besoins, des attentes considérables. C'est le moment ou jamais d'arriver avec des propositions de ce type. Ça, c'est pour la formation. Une fois qu'on les a à l'intérieur de l'entreprise, est-ce que vous vous sentez suffisamment armé pour proposer des formations en continu, des adaptations? On le sait que c'est déjà compliqué pour les salariés en général. Est-ce que là aussi, vous avez, fait des constats, chacun dans vos domaines, dans vos secteurs? Alors, on va commencer avec Michel, par exemple, tout au fond, sur vous êtes sur l'assurance, la santé, etc. Est-ce que vous avez déjà décelé des points de blocage et donc des solutions possibles d'amélioration? Il n'y a pas de blocage. Une fois qu'on peut recruter, on peut former dans l'entreprise sans aucune difficulté. Une entreprise comme la nôtre, donc je regardais les personnes en situation de handicap, 740 personnes, je l'évoquais il y a un instant, plus de 1 sur 2 a une formation au moins chaque année. Donc plus de 50% suivent des formations régulières. Donc là, on trouve toujours sur le marché de la formation les formations qui sont nécessaires pour faire évoluer les compétences des collègues. C'est plutôt au recrutement que les difficultés. Trouver des personnes en situation de handicap qui ont le niveau suffisant pour pouvoir intégrer l'entreprise et suivre ensuite les formations. Donc la formation continue, que ce soit pour des jeunes en alternance ou pour des personnes en situation d'emploi en CDI dans l'entreprise, nous avons les outils de formation qui permettent de les former et d'assurer leur montée en compétences. Encore une fois, le problème, il est plus en amont de trouver les personnes susceptibles de rentrer dans l'entreprise, avoir les partenariats nécessaires avec les universités, les écoles qui nous permettent d'avoir des candidats sur les emplois sur lesquels nous pourrons recruter. Le problème, il est plus en amont qu'une fois dans l'entreprise, je pense que nous avons les moyens d'assurer la formation des personnes concernées par ces situations. Jean-Yves, vous êtes d'accord avec ça chez Elior, vous aussi ? Nous, on a l'habitude de former nos collaborateurs, puisqu'on intègre, on a 25 000 salariés en France, on a 90% des équipes qui sont dans les restaurants sur des métiers peu qualifiés ou moyennement qualifiés. Donc, on n'a pas le souci de former nos collaborateurs et pas le souci d'intégrer les travailleurs handicapés au sein de nos équipes. Ce qui nous manque, c'est la ressource. On est en pleine campagne de recrutement des apprentis et des alternants aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que les écoles soient en mesure de nous apporter un nombre de collaborateurs suffisant. Donc, on est un peu devant la difficulté seule. Alors, comme on a des métiers d'adaptation, on sait la gérer, mais je pense que la puissance publique ne nous aide pas beaucoup dans ce sens-là. Vous partagez ce constat, Philippe ? Oui, je crois qu'une grande partie des points de blocage sur lesquels vous nous interrogez, ils sont en nous, c'est-à-dire ils sont dans nos organisations du travail, qui sont des organisations du travail
assez normé et dans lequel l'individu doit trouver sa place et l'organisation n'est pas définie en fonction des individus. Donc il y a une tendance et une vraie réflexion pour que nos organisations du travail prennent en compte les compétences réelles possibles et exercées par ceux qui sont là, et de façon à ce que, en fait, la loi pour choisir son avenir professionnel, c'est une loi qui a un driver essentiellement individuel, c'est-à-dire chacun peut choisir, effectivement, c'est la liberté qui est donnée à chacun. Oui, mais sauf qu'on sait tous que c'est pas comme ça que ça marche. Et je pense qu'on ne réussira cette loi que dans la mesure où les entreprises se changent pour effectivement être capables d'offrir l'employabilité et qui n'aillent pas chercher en dehors de l'entreprise ce dont ils ont besoin. Donc si on en vient sur le travail handicapé, c'est exactement ça. Une entreprise qui est effectivement une entreprise qui favorise l'employabilité va effectivement avoir plus de facilité à adapter la situation de travail à quelqu'un qui a un handicap et rendra donc cela possible. Ce ne sera pas, beaucoup moins qu'aujourd'hui, un blocage de quelqu'un qui n'est pas capable de faire un travail qui est normé indépendamment de lui-même, mais dans lequel on va pouvoir plus facilement organiser le travail en fonction du handicap, en fonction des compétences qu'il a, etc., etc. Sophie, vous l'avez évoqué vous aussi, ça, ce blocage à l'intérieur de soi, et du coup ça dépend de quoi? Ça dépend des personnalités qui sont à la tête. Alors pour vous, pour des établissements, pour vous de certaines sections, d'usines, de sidérurgie, etc. C'est ça? Est-ce qu'on en est réduit à ça, c'est-à-dire la bonne volonté, l'ouverture d'esprit de certains et puis pas les autres? Je voudrais quand même revenir sur le thème précédent qui me paraît très important. Donc Korian, aujourd'hui, c'est un peu moins de 1500 travailleurs handicapés. Et en réalité, la moitié au moins de nos métiers sont des métiers à diplôme d'État. Pour être aide-soignante aujourd'hui, ou pour être infirmier a fortiori, il faut passer un concours. Ensuite, on entre dans un institut de formation. Un concours est un concours écrit. Oui. Hein. On entre dans un institut de formation dont le déploiement ça va durer plusieurs mois, plusieurs années avec des séquences de cours, et on a des stages qui s'intercalent. Une des grandes révolutions qui est devant nous, c'est qu'on va pouvoir faire entrer ces métiers dans l'alternance. Oui. D'accord ? Mais on n'y est pas encore. Donc, je vous donne un exemple tout récent. La semaine dernière, j'étais dans un établissement dans le sud de la Haute-Garonne, donc zone assez rurale. On a des postes à pourvoir, donc c'est, quel que soit, je dirais, c'est pour des personnes en situation de handicap ou pour des personnes pas en situation de handicap. 2 postes d'aides-soignantes à pourvoir, 2 jeunes filles du village qui disent « je suis partante ». Réponse de l'Institut local de formation des aides-soignantes « ah oui, mais en fait, non, le concours, là, on n'a plus le temps de l'organiser, vous reviendrez en mars prochain ». En mars prochain. Donc on a une situation aujourd'hui, et donc ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'aura pas, autant dans les métiers du service de l'hébergement de l'hôtellerie, dans lequel l'alternance est là depuis longtemps, idem dans les métiers de l'industrie, je dirais, ensuite on entre dans la deuxième question qui est comment j'adapte des formations aux personnes en situation de handicap pour leur permettre d'entrer dans ce dispositif. Mais dans une partie des métiers, notamment des métiers de service à la personne, dans le secteur de la santé, on doit d'abord se poser la question fondamentale qui vaut pour tout le monde, en réalité, et c'est bien une question pour tout le monde, qui est comment on repense aujourd'hui l'entrée dans l'emploi et l'entrée dans des niveaux de qualification qui sont niveaux 4 et 3, pour simplement avoir un mode de gestion beaucoup plus fluide. Et après, on peut commencer à discuter de la suite, qui est, par ailleurs, compte tenu d'une situation de handicap, comment je fais en sorte que l'accès aux sites de formation, les transports, etc., soient adaptés, l'accès et comment je mets en place des tuteurs, etc. Mais je dirais dans mes métiers, en tout cas dans mes métiers de soins, je sais parfaitement m'adapter à la fois en termes d'environnement de travail, en termes d'interaction. Je sais complètement m'adapter à toute situation. Mais d'abord, il faut que je sois en situation d'accéder à des personnes en situation de handicap qui veulent entrer dans ces métiers dans lesquels elles peuvent apporter énormément. Donc là, je pense que le sujet que soulevait Muriel Pénicaud est le sujet clé, en tout cas, pour répondre aux tensions. Pour reprendre ensuite sur la question, effectivement, des attitudes, des préjugés et des comportements d'entreprise.
Alors, je pense que d'abord et avant tout, c'est une politique d'entreprise. C'est-à-dire à partir du moment où, en tout cas comme chez Korian, la politique en faveur du développement du travail pour les situations des personnes en situation de handicap est au cœur même du pacte social de l'entreprise, et on considère que c'est l'élément numéro 1 de notre responsabilité sociale. Je dirais, il y a une forme d'attention et de bénévolence de l'ensemble du corps social, notamment de l'ensemble des encadrants, à cette problématique. Après, il faut que localement, il y ait ce petit déclic qui se dise, là, j'ai un institut de formation, j'ai un interlocuteur dans les différentes composantes du service public de l'emploi qui va m'aider et qui va me sourcer d'abord des candidats partants, motivés, et qui va m'aider à les accompagner pour résoudre ces 1001 petites difficultés, transport, horaire, environnement de travail adapté. Mais je dirais, il n'y a pas grand-chose à pousser. En tout cas, l'état d'esprit et l'attention, et la fierté d'ailleurs, et l'engagement, il est là et bien là. Et je voudrais, si vous me permettez, soulever un troisième sujet qui me semble tout aussi important, qui est avec une population qui vieillit, qui va travailler de plus en plus longtemps, et c'est plutôt une très bonne nouvelle puisqu'on a globalement gagné énormément en temps de vie, chacun d'entre nous. Il faut quand même qu'on se repose la question fondamentale de la manière dont on accompagne nos collaborateurs qui ont été victimes d'un accident de la vie, et dont on arrête de considérer que longue maladie, on est forcément d'une certaine manière... Invalidité terminée. Invalidité, on sort. Et ça, je pense que c'est un sujet, en tout cas auquel nous, entreprises, on se trouve de plus en plus confrontés, et on n'a pas encore, collectivement, on ne s'est pas encore dit que non. Accident de la vie, maladie, que sais-je, ça ne veut pas dire je suis sortie du jeu et je n'ai pas vocation à reprendre ma place dans le collectif de travail. Et ça, là-dessus, honnêtement, aujourd'hui, je considère, je me tourne vers Rémi Boyer, le DRH du groupe Korian qui est ici, aujourd'hui, je considère qu'on n'a pas encore les outils, ni comme entreprise, ni globalement à l'échelle des branches de la communauté nationale, pour vraiment prendre ce sujet comme il est pris en Suède ou comme il est pris dans les pays du nord de l'Europe. Donc la situation de handicap, c'est pas seulement la situation de handicap ex santé, mais c'est aussi la situation de santé dans laquelle tout un chacun peut se trouver dans sa vie, et qui ne vous condamne pas pour autant à devoir être exclu du retour à une vie professionnelle, bien au contraire. Mais ça, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup des mécanismes en place, finalement, conduisent sur une voie qui est de dire, finalement, invalidité, et on sort. Et d'une certaine manière, on est dans une espèce de forme de sortie de la vie active qui en réalité, qu'on ne peut pas se permettre, que personne ne peut se permettre en réalité. Toujours pas de questions dans la salle, pas de témoignages, pas de réactions, vous n'avez pas envie d'intervenir? Là, est-ce que quelqu'un peut apporter un micro à monsieur ou lui allumer son micro, s'il vous plaît, pour que nous l'entendions? Bonjour monsieur, vous pouvez nous donner votre nom? On vous écoute. Oui, Édouard Ferrero, président de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et handispés. Je voulais réagir à la dernière intervention, mais par rapport à ce que vous avez dit, madame, au début, quand vous avez fait écho des déficients visuels qui beaucoup prenaient comme orientation la profession de kinésie. Alors vous avez tout à fait raison, c'est vrai que c'est une profession qui a été très largement utilisée par des gens qui ont comme un niveau intellectuel assez important, puisque c'est une formation qui se fait en 4 ans. Je souhaitais attirer l'attention, parce que ces personnes, sur le plan purement professionnel, sont de réels professionnels de grande qualité. Mais ils se trouvent de plus en plus confrontés à un certain nombre de difficultés annexes qui ne dépendent pas d'eux, mais qui dépendent de l'environnement économique général. Alors je m'explique, ça va être très rapide. Pour beaucoup, il y a l'apparition d'utilisation de matériels qui sont essentiellement électroniques, non accessibles pour eux. Pour ceux qui sont en profession libérale, bien entendu, ils ont de plus en plus de difficultés à trouver des logiciels de comptabilité accessibles. Et pour ceux qui travaillent notamment à la PHP, par exemple, puisqu'ils ont aussi des tâches administratives à remplir, eh bien ces tâches administratives, ils ne peuvent plus les remplir parce que les logiciels métiers
déployés dans les administrations ne sont plus accessibles. Alors, je souhaitais profiter de la chose pour vous dire que, d'une manière générale, on souhaiterait quand même qu'au niveau des employeurs, un souci soit pris en considération, c'est l'accessibilité de tous les logiciels métiers. Et pour le public, employeur, l'État, d'une manière concrète, nous sommes encore dans l'attente des décrets d'application sur le numérique, sur l'accessibilité de tout ce qui est site. Et malheureusement, on en est loin. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage et votre interpellation, alors Sophie. Merci beaucoup, en effet. Ce que je peux vous dire, je ne sais pas ce qu'il en est à la PHP ou dans les structures publiques, mais en tout cas, chez Korian, on est en train de généraliser la dictée vocale, qui est une manière simple de répondre à cela, c'est-à-dire de bénéficier à la fois du formidable apport effectivement de ces systèmes d'information et du partage de données, mais en même temps d'avoir un accès qui soit à la voix. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres témoignages, d'autres suggestions dans la salle? Si vous le permettez. Ah, oui. Est-ce que vous avez un micro qui fonctionne devant vous? Pas du tout. Là, peut-être. Si, voilà. Oui, bonjour, moi je suis Nathalie Gonzalvo, je suis une simple citoyenne et je voudrais vous poser plusieurs questions. La première est celle de l'homologation du handicap. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau national, soit autant au niveau privé qu'au niveau public, et surtout maintenant au niveau européen. J'ai été quand même assez stupéfaite, on parle d'inclusion, on parle de mobilité, et je réalise qu'en réalité, il y a des barrières virtuelles qui empêchent une personne en situation de handicap de pouvoir bouger d'un pays à un autre, à savoir ne serait-ce que d'un point de vue juridique. On me dit qu'il y a des discussions, que c'est en évolution, que la conférence des grandes écoles est en train de travailler dessus. Tout ce que vous dites est fort intéressant, c'est certain qu'il y a des avancées, mais qu'en est-il d'une homologation basée sur des facteurs qui peuvent être les facteurs de l'OMS, sur une reconnaissance ex aequatur de l'handicap qui fait qu'une personne, moi je suis tout à fait d'accord qu'il y ait une normalisation et qu'une personne en situation de handicap, en situation professionnelle, soit considérée comme normale. Maintenant, elle a une réalité qui est la prise de soins, qui est un certain nombre de choses, qui fait que quand elle va actuellement d'un pays à un autre dans la communauté européenne, elle est handicapée en France, elle ne l'est plus en traversant la frontière. Alors ça, malheureusement, personne ici ne pourra répondre de manière précise à votre question. Ça dépend à la fois du Quai d'Orsay, du ministère de l'Intérieur, du secrétariat d'État aux personnes handicapées. Et Sophie Cluzel a dû nous quitter. Alors peut-être que vous avez dit que vous aviez plusieurs questions. Alors, oui, peut-être une qui va marcher avec nos Oui, parce que la réflexion, certes, je pense que les entreprises sont le premier facteur, puisque si les grandes écoles travaillent dessus, les entreprises, elles ont bien des personnes en situation de handicap et les font bien bouger d'un pays à l'autre. Donc, elles sont déjà un premier pilier de réflexion pour les ministères. Ma deuxième réflexion, c'est effectivement, peut-on mettre aussi en place une sorte d'agence de notation des pays en matière d'inclusion de handicap au sein du travail, déjà. Et je pense que, pour l'instant, je vais vous laisser mes questions à ce niveau-là. Ok, super, merci beaucoup. Nathalie, Joël? Je ne suis pas un spécialiste des questions européennes. Néanmoins, on est confronté à une difficulté sur la question de la définition du handicap, en tout cas dans le monde du travail, commune entre les différents pays de l'Union européenne, parce que pour un certain nombre de nos collègues européens, le handicap social fait partie du handicap. J'entends par handicap social le fait que quand vous êtes très durablement sorti de l'emploi, on considère que vous devenez un handicapé social, vous sortez des chiffres du chômage, vous avez un statut de handicap et vous vous retrouvez dans une autre catégorie. Et donc, si vous voulez modifier la reconnaissance en sorte de définition commune, ça percute des politiques de l'emploi. Excusez-moi, mais c'est un sujet tout simple, mais qui a une vraie difficulté. Ce qui fait que quand certains paradent avec des taux de chômage particulièrement bas, c'est toujours intéressant de savoir quel est le système de référence qu'on utilise les uns les autres. C'est terrifiant comme réponse, mais enfin...
Merci Joël. Je voudrais qu'on entende... Oui, dites donc Patrick, parce que vous avez déjà parlé plein de fois tout à l'heure. Oui, mais il y a une question qui aurait pu être répondue à la première table ronde. Au niveau des agences de notation, il y a au moins une initiative française qui est au départ de la fondation Positive Planète de Jacques Attali, avec l'Institut de l'économie positive, qui a créé un baromètre et une notation qui s'appliquent d'ailleurs aussi bien aux États qu'aux entreprises. Alors c'est là aussi, comme beaucoup de sujets qu'on aborde aujourd'hui, la route est longue, mais il y a quand même des initiatives qui pour moi sont très prometteuses. Voilà, Nathalie, vous aurez quand même eu 2 réponses, c'est pas mal, quand même. Oui, je vous écoute. Oui, je suis Jalé Bradea de la société Vivendi. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire la personne sur les agences de notation, de plus en plus d'agences de notation s'intéressent et nous interrogent sur l'inclusivité de nos entreprises et ces questions. Ça va devenir un élément de valorisation et de notation très important. Et ça devient réellement, et ce qui est une bonne chose pour les grandes entreprises, parce que ça va aussi nous forcer, même si on le fait déjà, à mieux regarder ces questions-là. Donc je pense que voilà, c'est un tout petit élément de réponse, mais qui est néanmoins assez positif. C'est le signe que les mentalités vont changer et vont être contraintes de changer. Je voudrais qu'on entende 2 responsables de ressources humaines, parce qu'après tout, vous allez gérer ça, et c'est vous qui gérez ça au quotidien. Où est Olivier Héroux de Engie? Olivier, vous pouvez allumer votre micro, je pense qu'il fonctionne. Oui. Pour nous donner un tout petit peu votre... voilà, quand on est DRH d'un groupe comme Engie et que, oui, il faut intégrer des personnes en situation de handicap, oui, on doit faire face à des demandes de poste de la part de son management et on ne trouve pas forcément les bêtes. Comment est-ce qu'on jongle avec toutes ces difficultés? Comme vous dites, on jongle. Vous êtes tombé juste sur le micro qui ne marche pas, vous. Si. C'est quand même pas de chance. Non, ça ne fonctionne pas. Voilà, il faut que je m'approche, faut que je mange le micro, c'est ça? Non, sans aller jusque-là, mais peut-être un peu plus approché. Oui, c'est vrai qu'on jongle. Mais déjà, une première chose, mais d'autres personnes l'ont dit, c'est vrai que quand on écoute, là, depuis le début d'après-midi, les échanges, c'est plutôt rassurant quand on voit les entreprises qui sont présentes. Ça donne envie de se dire qu'il y a une grande mobilisation en fait, qui continue à se faire pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Ça fait écho à ce qu'on connaît chez nous, donc chez Engie, qui a une politique handicap, et comme sans doute bon nombre d'entreprises qui sont présentes ici depuis une trentaine d'années. Pour autant, et ça je dois le dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts, malgré toute la mobilisation, je constate que nos chiffres stagnent depuis 4-5 ans. Aujourd'hui, que ce soit en emploi direct ou en emploi indirect, aujourd'hui on est aux alentours de 5%, on n'est même pas aux 6%. Et vous l'expliquez par ce plafond de verre, le fait de ne pas trouver suffisamment? Oui, alors à la fois parce qu'on ne trouve pas, parce que je pense qu'on n'a pas non plus toujours en fait les connexions qui vont bien pour arriver à trouver les profils adaptés. C'est vrai que quand on est entreprise, on a l'impression que pour les organismes extérieurs ou pour les gens qui s'occupent du handicap, ils peuvent avoir l'impression qu'on est ou indifférent ou qu'on n'est pas à l'écoute. C'est surtout en fait parce qu'on ne sait pas faire le tri. Et c'est extrêmement difficile. Et puis il y a une chose également, et ça a été dit aussi un peu tout à l'heure, c'est le regard. Aujourd'hui, nos collaborateurs continuent à avoir une vraie difficulté à se déclarer en situation de handicap parce qu'ils ont peur du regard du corps social, ils ont la crainte de se voir bloqués en termes d'évolution de carrière, donc on peut comprendre que ces gens-là n'aient pas... donc tout ça sont des facteurs qui aujourd'hui ne créent pas les conditions pour faire en sorte qu'on arrive à développer davantage, enfin que ce chiffre magique de 6%, soit pas atteint, voire pas dépassé. Exactement. Vous éprouvez les mêmes difficultés, Pierre-Marie. Arwar, vous êtes où de la FDJ? Ah bah vous êtes à côté, vous êtes DRH ensemble. La FDJ, on sait que c'est une société, une entreprise qui est particulièrement ouverte sur les questions de RSE, de parité, très engagée aussi dans l'accessibilité. Est-ce que vous rencontrez les mêmes problèmes que Olivier évoquait? Alors, on travaille bien sûr sur ce sujet depuis de nombreuses années. On est à un taux d'environ 6% depuis 2012. Je pense qu'il faut être concret. Et moi, je voudrais vous dire quelque chose sur ce que je demande à mes RH et à ma mission handicap pour réaliser cette performance d'être à 6% de personnes en situation de handicap. Il en va de la politique de handicap comme de toute politique RH.
l'anticipation. Si vous avez un poste à pourvoir et dire « Ah, ça serait bien si je trouvais une personne handicapée », c'est plié, c'est perdu, et vous avez le manager qui, lui, a besoin de quelqu'un, qui vous met la pression. Mes RH participent à des salons, qualifient des personnes handicapées bien en amont du besoin, font une candidathèque de personnes handicapées. J'ai recruté une assistante non-voyante pour la DRH, pour moi-même. Elle a été qualifiée par mes RH 8 mois à l'avance, 8 mois avant que le besoin naisse. Et un jour, j'ai eu un besoin d'une assistante. Et à ce moment-là, c'est elle que vous avez choisie. On l'a choisie. Parce que vous la connaissiez, vous l'aviez identifiée. On l'avait identifiée. Et quelquefois, on a perdu le ou la candidate. Mais on en perd d'autres des candidats. Les candidats, de toute façon, on va dans des salons, on essaye de repérer les bonnes candidatures. Donc ça fait partie de la vie. Mais on ne réussit pas de politique d'insertion de personnes handicapées sans une anticipation, sans un travail très en amont auprès de toutes les associations. J'ai même envie de dire, travailler avec des sourceurs qui vous trouvent des candidats de qualité pour pouvoir les recruter ensuite. Vous qui êtes là, sur cette table, qu'est-ce que vous pensez de cette technique, Philippe? J'imagine que, pour le coup, alors dans la métallurgie, dans la sidérurgie, ce serait peut-être pas mal d'avoir de l'anticipation. Oui, en fait, c'est tout à fait clair. On est exactement dans la même situation d'admettre des gens qui sont différents et de pouvoir aménager le travail en tenant compte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. Il est tout à fait vrai que nous avons aussi le problème de nos personnels qui sont en situation de handicap et qui le cachent. Et pour moi, on parlait de facteurs de blocage tout à l'heure, tant qu'on n'a pas réglé ça, ça prouve qu'effectivement, notre situation, on a beau aussi être en dessous si on est à 4,5, 5%, et ce n'est pas satisfaisant. C'est clair qu'il faut poursuivre, et il faut poursuivre par des initiatives et par de l'ouverture. Et par des représentations. C'est dommage que les ministres soient partis, parce que, en fait, en réalité, on se rend compte, c'est valable, ça a été valable pour les femmes, ça a été valable pour ce qu'on appelle les minorités visibles, c'est valable pour les handicapés. Si on ne se voit pas quelque part dans des postes à responsabilité ou dans des endroits très visibles, on ne se dit même pas qu'on va pouvoir y accéder. Et donc, le regard même des autres ne change pas. L'inspiration et la référence, ça c'est très important. Moi, j'ai travaillé 20 ans à la télé. Il n'y a pas d'handicapés qui présentent des émissions de télévision. J'ai travaillé 2 ans et demi au cabinet du président de la République à l'Élysée. Il n'y avait pas un conseiller handicapé. Donc, ça me fait marrer de voir oui, mais il faut que vous, les entreprises, vous preniez. Mais à un moment donné, il est où le ministre qui sera en fauteuil roulant? Elle est où la ministre qui va venir avec son bébé pour allaiter parce qu'elle va avoir un problème et qu'elle ne peut pas prendre son congé maternité? Il est où le présentateur télé qui... Pour présenter un journal télévisé, je ne suis pas certaine, franchement, que si on est en fauteuil, c'est un problème. On appelle ça d'ailleurs les hommes et les femmes troncs. C'est vous dire comme c'est aimable. C'est la représentativité. Tant que vous ne les trouverez pas, et ils cacheront leur handicap, parce que si personne n'est leur modèle, ils vont avoir envie, nous avons envie de ressembler à des gens qui ont réussi. La France est un pays où les hommes blancs ont réussi. Donc c'est très difficile quand on n'est pas un homme blanc de se projeter et de se dire « moi aussi, je vais y arriver ». Ça prend un temps fou, ça a pris un temps fou pour les femmes, ça prend un temps fou pour les minorités, ça va prendre un temps infini pour les handicapés. Mais offrez-leur des postes visibles, offrez-leur des postes à responsabilité. Et vous verrez que ceux qui ont des handicaps masqués, ceux qui ont juste un tout petit truc qui ne se voit pas, ils oseront venir vous le dire, parce qu'ils verront que ça ne sera pas discriminant pour eux. Vraiment. Il faut les montrer. Vous voulez intervenir, camarade? C'est la raison pour laquelle, chez FDJ, pour casser un peu les codes, le jour de l'opération du OD, avec ses binômes collaborateurs, personnes handicapées, nous avons fait un tirage du loto avec Karine Ferry, avec une personne handicap psychique. Et je vous recommande de regarder ce Elle est formidable. Parce qu'on voit tout ce que nous ne voyons pas d'habitude à la télévision. Et voilà. Je suis d'accord avec vous. Et il y a plein de gens qui se sont reconnus et il y a plein d'enfants qui ont regardé ce tirage-là et qui se sont dit « mais alors c'est possible ». Voilà. Nos vies, c'est de rendre possible. Et quand on a réussi, on ne doit pas être des exceptions, on doit être des exemples. Vous voulez intervenir ?
Oui, parce que Groupe Vivendi, c'est notamment les chaînes Canal+, que Nathalie, vous connaissez. Je voulais quand même préciser que le CSA fait un travail qui est très bien depuis plusieurs années à demander aux chaînes une meilleure représentation des personnes en situation de handicap. Il dit s'il vous plaît. Mais les gens... Il est bien élevé. Donc oui, vous avez déjà parlé de quotas, mais néanmoins, les gens autour de la table, que je connais des autres chaînes également, du groupe TF1, etc., vraiment, il y a quelque chose qui s'améliore. Ils cherchent, ils essaient, ça va changer. Ça passera par vous, les médias. Absolument. On en aura besoin. Et le travail et l'envie est vraiment là. Il n'y a pas d'obligation, mais là, moi, je n'ai aucun doute sur la sincérité des personnes qui sont dans les chaînes et leur envie de mettre des personnes en situation de handicap à l'antenne, avec la difficulté qui a été signalée tout à l'heure, c'est que 80% des handicaps sont invisibles. Et ça appartient à la personne elle-même de le dire ou de ne pas le dire. C'est évident que dans toutes nos chaînes, chez Canal, dans le groupe TF1, dans le groupe M6, il y a des personnes en situation de handicap, y compris à l'antenne, mais que ce n'est pas une donnée publique. Après, sur l'exemplarité, vous avez parfaitement raison. Mais là encore, je voulais quand même apporter un aspect positif. Là aussi, on va dans le... Les choses vont dans le bon sens. Il faudra du temps. Encore faire plus. Et il faudra faire bouger les choses dans ce sens-là. Je pourrais... Enfin, excusez-moi ici. Bien sûr. Je voudrais juste... Dominique Laurent, je suis DRH de Schneider en France. Je voudrais juste parler d'un concept qui émerge aujourd'hui dans les entreprises. Je ne crois pas que ce soit simplement un concept de mode. Nous, on y est très attachés chez Schneider. On travaille beaucoup là-dessus. C'est le concept de psychological safety. C'est de faire en sorte d'avoir un environnement de travail qui rende safe l'expression, toutes les expressions des diversités. Alors les diversités, c'est le droit de ne pas être d'accord avec son manager. Ça, c'est une forme aussi, on le fait que quand on... Moi, je l'ai expérimenté souvent. Franchement, l'environnement était moyennement adapté à la question. Alors venez travailler chez nous. Non, mais sur ces questions de handicap, sont exactement... Le handicap, c'est une problématique qui s'inscrit dans les logiques de diversité. Et le psychological safety, la psychological safety, c'est important parce que ça permet à quelqu'un à un moment d'être dans un environnement où il se sent sûr pour déclarer et affirmer sa diversité. C'est valable pour les travailleurs en situation de handicap. C'est valable aussi, puisqu'on vient de terminer le mois des fiertés. Nous, on a fait un gros travail sur les LGBT+. C'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut créer un environnement où l'outing est rendu possible. Et à un moment, ça va aussi libérer des énergies, parce qu'il y a toute une problématique aussi du recrutement autour de ces minorités dites non visibles. Et nous, on travaille énormément sur ce concept-là parce qu'on pense que c'est un facteur tout simplement de performance économique. Il n'y a pas de philanthropie là-dedans, on considère que c'est un facteur de performance économique. Voilà, ça, ce sont des initiatives qui sont vraiment très inspirantes, efficaces et faciles à mettre en œuvre dans une entreprise. Et si je voulais compléter, tout à l'heure, j'aurais aimé dire une chose sur la première table ronde. On parle beaucoup du rapprochement entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement supérieur. Je pense qu'on n'est pas si proche que ça quand même. Parce que quand j'entends dire qu'on est sur... Non, mais vous allez voir, je trouve que c'est assez illustratif. Enfin, ça illustre assez bien. Quand on entend que dans l'enseignement supérieur, on a 1,6% des étudiants qui sont en situation déclarée dit de handicap et que la réalité est probablement très en deçà de ça, au-delà de ça, mais qui n'osent pas le déclarer, et que dans l'entreprise, on a encore du travail à faire, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de facilité là-dessus. Je pense qu'il y a un certain gap. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur le sujet des LGBT, c'est le monde à l'envers. C'est que je pense qu'on a plus de situations où on se déclare dans le monde de l'enseignement et moins dans le monde de l'entreprise. Tout ça pour dire, j'en tire aucune conclusion, mais je dis sur un plan purement sociologique, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que selon les typologies de diversité, on a ce sentiment de psychological safety à géométrie variable. Et moi, la seule conclusion que je tire, c'est que le monde de l'entreprise n'est pas encore si proche que ça du monde de l'enseignement. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est en avance sur l'autre, parce qu'il y en a un qui est en avance sur un sujet et l'autre qui est en retard sur l'autre. Mais la connexion, elle n'est pas si évidente. Still to be done. Joël ? Oui. Merci pour votre témoignage. Je voulais simplement élargir en disant qu'aujourd'hui, on est en train d'avoir de telles tensions sur le marché du travail en matière d'appariement, offre de demande d'emploi, que la question de l'intégration, on va dire, des populations qui ne sont pas le mâle blanc européen, je caricature un peu, mais bon, on n'était pas loin, elle est en train de se régler parce que la tension est telle qu'il faut trouver des solutions. Et que c'est une formidable opportunité pour intégrer on va dire, des populations qui ne trouveraient pas naturellement à s'intégrer. Encore faut-il en faciliter les passerelles. Parce que moi, je suis aujourd'hui confronté sur le terrain avec nos TPME. On a mobilisé des référents, on a des conseillers spécialisés qui vont sur le terrain. La difficulté qu'ils rencontrent, c'est pas « ah ben je veux pas ». Mais je trouve pas la compétence, la qualification, là, je la trouve pas. Alors, si vous m'amenez
même un travailleur qui soit très éloigné du français parce que réfugié, etc. Je ne vous dis pas un travailleur handicapé, ce n'est même pas le sujet, car en termes de représentation en soi, la question ne se pose pas. Après, évidemment, ça dépend du type de handicap. Hein. C'est pas aussi simple entre nous parce qu'on globalise, hein, mais bon. Eh bien, la première question qu'on nous dit, c'est que je ne trouve pas la compétence tout court. Et donc, moi, il me semble que profitons de ces difficultés d'appariement sur le marché du travail pour en faire une opportunité. Comment? D'abord, si on veut intégrer des populations handicapées, plus largement des populations qui ne rentrent pas dans nos standards, il faut accepter de faire un peu plus de sur-mesure. Donc, ça veut dire, par exemple, on parlait tout à l'heure des contrats d'apprentissage et des contrats d'alternance. Si on n'arrive pas à faire dans ce pays des contrats d'alternance dont une partie importante des savoirs professionnels, on va dire théoriques, puissent s'acquérir en entreprise par des situations alternatives que le présentiel classique, on aura beaucoup de mal. Si on n'est pas capable dans ce pays de donner un peu la main aux branches professionnelles pour que dans tous les emplois dont l'accès est réglementé par un titre, un diplôme obligatoire, si on n'arrive pas à trouver des solutions d'adaptation par la branche, on aura aussi un peu plus de mal. Si enfin on n'est pas en capacité de... On parlait de sourcing, enfin c'est un sujet évident. Si on n'est pas en capacité d'avoir une politique dans de la durée pour que justement on établisse des flux de sourcing, donc de candidats potentiels, et que lorsque vous avez un besoin de réponse rapide, parce que quand vous êtes en PME, vous n'allez pas attendre 6 mois. Si vous ne trouvez pas la solution dans le mois qui vient, c'est fini, l'emploi il est perdu. On prendra quelqu'un d'autre, voire on n'embauchera pas. Si on n'a pas donc réussi à installer des réseaux de sourcing dans la proximité, là aussi on n'y arrivera pas. Donc ça signifie un travail de long terme. Ça veut dire mobiliser les branches, travailler sur les parcours sur mesure, faire accepter que nos systèmes de représentation des titres et diplômes puissent évoluer lorsqu'on va intégrer des populations, d'ailleurs plus largement sur un certain nombre d'emplois. Quand on a une crise de recrutement, il faudra quand même se poser 2 minutes la question de faire évoluer notre système de certification, me semble-t-il, et avec un peu plus de souplesse qu'aujourd'hui. Et je ne dis pas ça parce qu'on veut porter atteinte au monopole de qui que ce soit, mais je pense qu'il y a un problème à un moment donné de confrontation réelle. Puis enfin, je vais terminer en disant que sur le sujet de la guerre des talents, quand on a du sourcing, on peut trouver des solutions extraordinaires. Vous savez, on était en Auvergne il y a 6 mois, un petit cabinet comptable, j'ai à l'esprit parce qu'il était tout à fait édifiant l'exemple. Voulait recruter un programme de virage numérique. Vous savez que la profession comptable traverse actuellement de multiples vagues de transformations lourdes, et pas seulement parce que le marché dans les PME se resserre, et notamment des sujets de virage numérique. Quand vous êtes un petit cabinet, comme une PME, vous ne pouvez pas vous offrir un ingénieur Data Plus qui va vous traiter le numérique. C'est pas possible. Il faut donc recruter des niveaux de qualification que vous avez la possibilité de payer à un niveau 4 qui soit suffisamment aguerri et polyvalent sur ces sujets-là. Eh bien, c'est des postes donc administratifs, de back-office et d'assistance pour ceux qui interviennent en première ligne au niveau des clients. Et on a réussi à rentrer un autiste de 21 ans. Parce que, évidemment, la caractéristique des autistes, vous le savez probablement pour ceux qui travaillent sur les handicaps non visibles, c'est qu'on peut trouver des gens tout à fait capables de s'adapter dans des environnements, dans la maîtrise du numérique. Encore faut-il qu'on puisse avoir, 1, le jeune disponible, 2, qu'il ait été formé à ça, et qu'on puisse le capter et l'amener en situation de travail. J'ai un deuxième exemple. Je voudrais, si vous voulez bien, alors, je vous coupe parce que le deuxième exemple, il est là peut-être, on ne sait pas, de la Banque Postale. Vous voulez vous exprimer, mademoiselle, je vous écoute. Oui, donc je me présente, je suis Inès Marquez, je suis responsable diversité et handicap pour la Banque Postale. Alors je vais témoigner à titre personnel et à titre professionnel. Titre personnel, je suis paraplégique depuis l'âge de 16 ans, j'ai 50 ans aujourd'hui. Donc j'ai une vision très large de la politique et du handicap depuis 30 ans. À peu près, voire même un peu plus. J'ai été étudiante et j'ai connu la période des universités où il fallait se battre pour entrer à l'université. J'ai pas eu le choix, donc j'ai dit, je fonçais la tête la première et je disais amen à tout ce qui venait. Et en fait, avec le temps, c'est comme ça qu'on inscrit la politique handicap. C'est faire évoluer les gens. À titre personnel, quand on rentre dans le milieu professionnel, c'est très compliqué de se voir dire qu'on n'atteint pas la dernière étagère du placard, parce que ça, on me l'a dit. J'étais debout avant, donc j'atteignais très bien la dernière étagère, j'atteins très bien la première étagère du placard. À titre professionnel, j'ai jamais voulu mettre en avant le handicap. Il est visible, puisque je suis dans un fauteuil roulant, donc j'ai pas eu le choix, on le voit. On m'a demandé plusieurs fois ma RQTH, j'ai toujours refusé de la donner, jusqu'au jour où je voyais un intérêt aussi à la donner, donc je l'ai donnée, parce qu'on me l'a bien expliqué pourquoi il fallait la donner. J'ai jamais travaillé dans les RH,
j'ai jamais travaillé pour la politique handicap, c'était juste une mesure à titre personnel et individuel. Jusqu'au jour où, il y a 2 ans, on m'a proposé, enfin on m'a demandé si j'acceptais de prendre ce poste. On me l'avait déjà demandé il y a 7 ans, j'avais refusé parce que je ne voyais pas comment j'allais assimiler à la fois la vision de mon handicap et le rôle que j'allais tenir. Il y a 2 ans, je m'approchais des 50 ans, je me dis, bah tiens, si je peux au moins être un exemple, pourquoi pas. Donc je l'ai pris. Je mène la politique handicap depuis 2 ans à la Banque Postale. Alors oui, on a des difficultés au sein d'une banque postale, d'un siège, surtout d'un établissement de siège, à recruter des Bac+4, Bac+5, parce qu'on a des difficultés à identifier des personnes diplômées en situation de handicap. Au sein de la Banque Postale, on met des accords, on a des partenariats en place, que ce soit avec Sciences Po, avec l'ESSEC, pour essayer d'identifier et d'accompagner les étudiants en situation de handicap. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est une bataille c'est une deuxième bataille, une bataille professionnelle, où il faut à chaque fois aller chercher les gens. Et la question, elle est là, elle n'est pas... Parce qu'une accessibilité, effectivement, il suffit de monter une planche et puis on peut monter une rampe. En termes d'accessibilité numérique, pareil, je vais donner un exemple qui est propre à la Banque Postale, mais on travaille énormément sur l'accessibilité numérique. On demande aux chefs de projet d'imposer une clause dans les documents où on stipule qu'on accède à l'accessibilité numérique, quelle que soit notre situation ou la situation de la personne. Donc ça, c'est une obligation au sein du groupe, même de la Poste, d'une manière générale. Voilà, aujourd'hui, c'était juste un témoignage que je voulais apporter parce que j'écoute. Oui, effectivement, on peut mettre des outils, on peut mettre des dispositifs dans tous les sens, mais la priorité, c'est de faire casser les stéréotypes, de faire accepter l'autre, quelle que soit sa différence. Voilà, enfin, c'est surtout ça, la société inclusive, qu'elle soit en formation, à l'école, à l'université et en entreprise. Voilà, à la Banque Postale, on n'est pas aux 6%, mais bon, encore une fois, c'est un contexte de siège, donc je pense que enfin, il y a des explications. Voilà, si c'est un témoignage que je peux vous apporter, peut-être que ça peut peut-être faire évoluer les choses, mais c'est vraiment les mentalités. Je pense qu'on aura beau dire et beau écrire tout ce qu'on veut, si on n'a pas des gens en face, des politiques qui poussent des barrières, qui poussent les choses, Sophie Cluzel le fait admirablement, je pense qu'il faut continuer à pousser les mentalités pour que la société avance. Voilà. Merci beaucoup pour votre engagement et pour votre témoignage. Donc en fait, on est tous ensemble et on ne se voit pas, on ne se trouve pas alors qu'on se cherche. C'est un truc de fou, ça, c'est Michel. Enfin, une réflexion à entendre un peu toutes les interventions, c'est la problématique d'inéquation entre la demande d'emploi et la volonté des entreprises et les demandeurs d'emploi. C'est de dire que si on attend que tout demandeur d'emploi, qui soit en situation de handicap ou pas, ait Bac+5 pour arriver à pourvoir les postes, il y a peu de chances qu'on y arrive de sitôt. Donc c'est la capacité aussi dans une entreprise d'accepter de ne pas avoir le profil idéal quand on recherche quelqu'un, d'avoir à la fois quelqu'un de super diplômé, d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience aussi, de disponible immédiatement et capable de s'engager beaucoup. Donc c'est aussi dans les entreprises la capacité à accepter d'avoir quelqu'un qui ne correspond pas à tous les profils souhaités, à tous les critères souhaités, mais par l'intégration, par l'engagement dans l'entreprise, par la formation continue, de l'amener à avoir les compétences. Donc quelquefois, je crois qu'il faut que nous aussi, on se regarde dans notre recherche et d'accepter encore une fois que tous les candidats n'aient pas le profil idéal pour intégrer l'entreprise à l'instant donné. Ensuite, que nous prenions... tout à l'heure, on disait que le bilan d'une vie ne se fait pas à 20 ans, à 22 ans, à 23 ans, à 25 ans. Il se fait un peu plus tard dans la vie. Donc, à quel âge ? Je ne sais pas, je ne vous dirai pas le mien, mais je commence à arriver un peu au moment où on peut faire le bilan de l'histoire. On apprend à tout âge. On apprend à tout âge. Et donc aujourd'hui, on a quand même tous les outils de formation qui permettent d'accéder à la compétence. Donc dans nos recherches, essayons aussi de mettre le bémol, de convaincre les managers qui sont toujours très exigeants sur le recrutement des personnes pour pouvoir intégrer. Sinon, je crains que dans quelques années, on se revoie pour constater les mêmes choses. Ce n'est pas demain que tous les demandeurs d'emploi, quelle que soit leur situation, handicap ou pas, auront les Bac+3, Bac+1 que nous recherchons tous de manière très importante. Donc acceptons aussi, en termes de changement de mentalité, de former sur la durée des personnes qui auraient le potentiel. Je crois que la principale qualité d'un demandeur d'emploi, d'un candidat, c'est sa capacité à s'engager dans l'entreprise. Ensuite, le reste, il y a des compétences qu'on apprend tout au long de la vie et essayons d'être peut-être un peu plus modestes dans les profils que nous recherchons. Merci pour cette conclusion d'une certaine manière. Je vais vous donner la parole à chacun pour que vous puissiez justement conclure, je ne sais pas, par un engagement, un vœu, un souhait, un constat. On va commencer avec vous, Philippe. Moi, ce que je retiens, c'est ce que vous avez dit, c'est accepter l'autre. Et donc,
le sujet, si on se lance là-dedans et si on en veut, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a une situation de l'emploi qui fait qu'il y a une ressource. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, il est de changer nos entreprises de façon à ce que chacun accepte l'autre et soit ouvert à la situation physique ou mentale des uns et des autres. Et comme je disais tout à l'heure, que nos organisations du travail soient ouvertes, soient inclusives, c'est le mot d'aujourd'hui, mais vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne casse pas les gens dans une industrie, dans un poste de travail, mais on a une organisation beaucoup plus qui accepte beaucoup plus les personnes par leur individu, parce qu'elles sont. Merci. Sophie ? En guise de conclusion, je voudrais reprendre ce que vous avez dit, monsieur, pour la FDJ. Je pense que c'est d'abord et avant tout, en tout cas pour les entreprises d'une certaine taille, une question d'anticipation. À partir du moment où c'est une volonté, une politique d'entreprise, la capacité à se dire, à prévoir en fait ses besoins de recrutement et à s'obliger, comme on l'a fait en son temps pour la promotion des femmes, eh bien, à s'obliger à se dire, dans mon pipeline, dans mes viviers de potentiels recrutés, je veux qu'il y ait au moins 10% de personnes en situation de handicap pour avoir ensuite une chance d'effectivement faire vraiment faire pencher la balance. Et je voudrais peut-être revenir sur une initiative qu'on avait prise avec certains dirigeants d'entreprise à l'instigation d'Agnès Pannier-Runacher il y a quelques mois de cela, qui était de dire effectivement, pour vraiment arriver à à briser le plafond de verre, eh bien faisons en sorte qu'y compris dans nos recrutements, eh bien il y ait toujours en dernier tour de deux candidats, un candidat de chaque sexe. Eh bien, peut-être qu'il faudrait qu'on reprenne cette démarche et qu'on s'engage, en tout cas, je pense qu'on va y réfléchir chez Korian, eh bien, à faire en sorte que, y compris dans nos processus de recrutement interne, on s'oblige à avoir aussi toujours des candidats qui soient en situation de handicap et des candidats autres. Je pense que c'est effectivement par ce genre de choses très, très simples qu'on peut vraiment arriver à rompre le mauvais équilibre actuel. Merci. Sophie Jean-Yves ? Dans l'entreprise de service que je représente, moi je pense qu'il faut qu'on continue dans la voie dans laquelle on est, c'est de ne plus en faire un sujet particulier, mais un sujet de politique de ressources humaines en général, et que nous trouvions les ressources pour que naturellement nous intégrions les travailleurs handicapés au sein de nos entreprises sans en faire une population à part. Pour nous, ça fait partie de la vie au quotidien et que ce ne soit plus vraiment un sujet particulier. Et Joël ? Oui, moi je pose une question en guise de conclusion, c'est quelles sont nos nouvelles frontières ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut qu'on engage désormais pour passer un cran plus loin sur ce sujet de l'insertion des handicapés. On a vu qu'il y avait probablement une nouvelle frontière autour de l'université. Je pense qu'il y en a une grande qui s'appelle les PME. Et là, nous avons un travail de contagion, pour reprendre la formule qu'emploie la ministre du Travail, un travail de contagion, au sens noble du mot, c'est-à-dire de conviction sur le terrain et probablement de mutualisation de pratiques. Si on veut arriver à faire fonctionner l'effet Noria, vous savez, hein, on soulève le réel pour essayer de monter d'un cran le fluide, le flux, et bien, il faut qu'on joue l'effet Noria, c'est-à-dire mettre en commun des groupes de pratique, mettre en commun des expériences réussies, se mobiliser, travailler, labourer le terrain. C'est comme ça qu'on arrivera, je pense, à passer la nouvelle frontière, pour moi, qu'est celle des PME en matière de politique d'emploi sur handicap. Rappelons-nous entre nous, c'est quand même le principal employeur de France, oui. Donc il y a vraiment du potentiel. Michel, même si d'une certaine manière vous avez conclu philosophiquement, allez, dernier mot pour vous. Non, je crois que c'est toujours important, au-delà de la DRH, de convaincre la direction générale de l'intérêt de politique en faveur des personnes en situation de handicap. Donc nous l'avons aujourd'hui au sein de Malcolm Hydrick Humanistes, donc il faut conserver cette volonté politique. Je crois que nous avons 6,8%, on peut s'en satisfaire. Encore une fois, l'enjeu pour nous dans les prochaines années, c'est d'arriver à ce que des personnes en situation de handicap intègrent le top management, parce que je crois beaucoup à la valeur d'exemple que vous avez évoquée. Et bon, voilà, on peut imaginer que c'est peut-être un défi pour nous de pouvoir accéder à des postes de responsabilité dans l'entreprise pour ces personnes. En tout cas, merci beaucoup pour vos engagements dans vos entreprises, dans votre philosophie de vie et ce regard que vous avez changé depuis longtemps. Merci beaucoup.